Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. François Hollande veut des contreparties mesurables aux allègements de charges promis aux entreprises, sans toutefois chiffrer les créations d'emplois attendues par le pacte de responsabilité. Débat à suivre dans ce journal. La mise en place de la réforme des rythmes scolaires en débat au Sénat. L'UMP veut inscrire dans la loi la liberté de choix des maires dans l'application de la semaine de 4 jours et demi. Les départements soulagés après l'annonce à Tulle par François Hollande de préserver cet échelon du millefeuille territorial, notamment en zone rurale, même si les efforts demandés aux collectivités locales continuent d'inquiéter les élus. On en sait désormais un peu plus sur les contreparties demandées par François Hollande aux entreprises en échange d'une baisse de leurs charges. Le chef de l'État attend d'elles investissement et relocalisation, mais aussi moins de précarité et plus d'emplois pour les jeunes et les seniors. Nathalie Guilloire. Le seul qui vaille, le seul qui nous engage, le seul qui compte, c'est l'emploi. Encore l'emploi, toujours l'emploi. Les mots sont lâchés. Contre le chômage, François Hollande sort son arme, le pacte de responsabilité. Face à un public composé de syndicats et du patronat, le président de la République cherche le consensus. Le pacte de responsabilité, c'est un grand compromis social qui obligera chacun à prendre des engagements, et en tout premier, l'État. Je considère qu'il n'y a pas de temps à perdre, que la France ne peut pas attendre, et les chômeurs encore moins. Alors les discussions doivent commencer tout de suite. Ne pas perdre de temps, aller vite. 4 chantiers aujourd'hui sont ouverts. Celui de la baisse des prélèvements pesant sur le travail, de la fiscalité des entreprises, de la simplification administrative et des contreparties demandées aux entreprises. En insistant sur ce dernier chantier, François Hollande compte sur le soutien de tous. Mais à la sortie, les réactions sont diverses. Ça reste complètement flou sur la fiscalité et la baisse des charges et des taxes sur les entreprises. Et donc, on reste assez flou sur la baisse des dépenses publiques. Ce pacte de responsabilité qui est proposé, qui est compliqué, parce que la période est compliquée, il faut savoir si chacun est prêt à assumer ses responsabilités. La CFDT est prête à le faire, elle ne le fera pas si le patronat ne le fait pas. Il y a des engagements fermes pour les entreprises, les contreparties en termes d'emploi, je le confirme que je n'y crois pas. Baisse des charges contre emploi, les négociations sont lancées. Des négociations qui aboutiront à une grande conférence économique et sociale au printemps. La droite sénatoriale relance le débat sur la réforme des rythmes scolaires, une proposition de loi UMP sur la liberté de choix des maires dans l'organisation de la semaine de 4 jours et demi sera examinée en séance publique ce soir. Écoutez à ce propos les sénateurs Jean-Claude Gaudin et Jean-Claude Carle, tous les deux à l'initiative de ce texte. C'est un sujet qui handicape nos finances. Alors bien entendu, tous les maires de France sont très attentifs. On ne peut pas déconnecter les rythmes biologiques des rythmes des familles, des rythmes des collectivités territoriales, des rythmes économiques. Je crois que ce sont les maires les mieux placés et que ce que nous souhaitons, et c'est l'objet donc de ce texte, que ce soit les maires qui décident de l'ouverture et de fermeture du temps scolaire dans les établissements de leur commune. Il faut dire que l'organisation des nouveaux rythmes scolaires peut tourner au casse-tête pour les communes. Malgré le moratoire d'1 an proposé par le ministre de l'Éducation nationale, les municipalités doivent trouver des solutions satisfaisantes à la fois pour les enseignants, les élèves et leurs parents. Reportage à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, où la mairie a joué la carte de la concertation. Jérôme Rabier. Comme dans la majorité des communes françaises, à Clamart, c'est en septembre prochain que la réforme des rythmes scolaires se mettra en place. Et dans cette école de la ville, on sait que la rentrée se prépare dès maintenant. Ici, c'est une école de 7 classes, donc il va de la petite section à la grande section. Donc on sait bien que pour l'an prochain, eh bien, ces classes devront être disponibles sur le temps périscolaire. Il va falloir s'organiser. Pour s'organiser et au vu des difficultés rencontrées dans les villes qui l'ont déjà instauré, le maire a choisi depuis l'an dernier de consulter l'ensemble des acteurs locaux. Il y a eu plusieurs phases de concertation et de discussion, avec à chaque fois consultation de l'ensemble des acteurs. Et en démocratie, c'est à travers un vote qu'on sait quelle est la solution qui a le plus de soutien. Et donc c'est à chaque fois cette solution-là qui a été retenue. Enseignants, personnels des écoles et parents d'élèves ont donc voté et opté pour la demi-journée du mercredi matin. En maternelle, les activités périscolaires occuperont 45 minutes 4 fois par semaine et en primaire, 2 séances hebdomadaires d'1h30.
Mais les parents d'élèves, bien que consultés, ne sont pas tous satisfaits. Nous nous retrouvons avec des scénarios qui ont été votés par les parents, mais des scénarios tout à fait classiques. Et ce que nous déplorons, c'est que ce vote a été fait au niveau des parents sans qu'on sache réellement comment ces nappes vont être mises en place et quelle formation vont avoir les encadrants pour nos enfants. Côté enseignant, on salue également la concertation, même si toutes les inquiétudes ne sont pas levées. Heureusement qu'on a cette année entière de réflexion pour justement prévoir tout ce qui peut arriver au dernier moment. Oui, l'intervenant qui n'est pas là, l'angoisse de retrouver du désordre dans la classe, l'angoisse qu'il n'y ait pas les mêmes règles de fonctionnement. Si les tables rondes et les votes n'ont pas tout réglé, ils ont ici permis de dédramatiser l'installation de cette réforme des rythmes scolaires. Une concertation qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'année afin de préparer au mieux la prochaine rentrée. Maryse Lebranchu, ministre de la décentralisation, était l'invitée de Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. Elle a été interrogée sur le calendrier de cette réforme. On l'écoute. Il y aura des fusions d'intercommunalités, il y aura des fusions de départements, il y aura des fusions de régions. Une fois cette première étape passée par incitation, y compris financière, parce que j'ai des élections en 2015 et que je n'ai pas le droit de diminuer mon nombre de régions avant 2015 compte tenu des élections. Ensuite, je me donne entre 2015 et ce sera applicable au 2020 au moment des nouvelles municipales, où vous aurez, ça sera juste après les élections régionales, où vous allez avoir quelques régions en moins, une réorganisation. Et si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous à 22h45 sur Public Sénat. L'Association des départements de France soulagée après les annonces du président de la République en Corrèze ce week-end. Certains départements devraient sauver leur peau dans le nouveau schéma territorial envisagé par François Hollande. Lorraine Sénéchal. Les départements ne seront pas supprimés. Cette annonce faite par François Hollande samedi à Tulle a rassuré l'Assemblée des départements de France. Pour son président, les départements ont des missions irremplaçables. Solidarité, solidarité territoriale, service public, conseil ingénierie aux collectivités. Et les départements jouent également un rôle essentiel auprès des personnes âgées. Michel Delaunay insiste sur cette politique qui concerne 15 millions de personnes en France. Nous sommes en train de conforter le rôle de chef de file des départements dans la politique de l'âge. Et bien là, le département a tout son rôle. Quant à la possibilité de supprimer les départements lors de la création d'une métropole, la question est posée, mais n'inquiète pas le président de l'ADF. Certains responsables de métropole, et je pense à des élus en charge de responsabilité de ces grandes villes, eh bien, ne souhaitent pas prendre ces compétences. Parce qu'ils ont une vision de la métropole comme étant une vision d'une collectivité qui doit s'occuper de la stratégie, de la recherche, de la formation, du développement, et ils estiment que les départements sont réellement dans la proximité qui est nécessaire pour notamment l'effectivité de l'action sociale. Simplifier le millefeuille territorial sans supprimer une de ses feuilles, c'est une mission ô combien délicate pour le gouvernement. Alors que le projet de loi interdisant le cumul des mandats pourrait être définitivement adopté demain après un ultime vote des députés, le sénateur maire de Lyon, le socialiste Gérard Collomb, qui brigue sa propre succession en mars, indiquait qu'il se plierait à cette loi si elle était votée. En bref, adoption au Sénat cet après-midi de la proposition de loi PS défendue par la sénatrice des Yvelines, Catherine Tasca, sur le renforcement des pouvoirs du contrôleur général des prisons. Près de 30 ans après son entrée en vigueur, la loi littorale fait toujours débat. Les élus locaux en particulier se plaignent de l'imprécision de ces dispositions et des nombreux recours abusifs. Pourtant, cette loi a permis de freiner le bétonnage de nos côtes et au lendemain des inondations qui ont frappé le Var, elle demeure incontournable, comme nous l'explique Pauline Dame. 2 morts, 1500 personnes évacuées, des habitations inondées, des routes bloquées. C'est la 3e inondation dans le Var en 4 ans. Alors que la polémique enfle, l'urbanisation est mise en cause. Un rapport sénatorial de 2012 accusait déjà l'homme d'être responsable des conséquences dévastatrices de ces phénomènes. Les parlementaires dénonçaient notamment le caractère aléatoire des interdictions de construire en zone inondable. Votée en 1986, la loi littorale vise pourtant à mieux encadrer l'aménagement du littoral et limiter l'urbanisation dans les espaces proches du rivage. Au total, ce sont près de 1000 communes françaises concernées. Principale mesure,
l'interdiction de construire sur la bande des 100 mètres près du rivage, en dehors des zones déjà urbanisées. Mais ce texte est aujourd'hui victime de son manque de lisibilité et de la place trop importante laissée à la jurisprudence. Conséquence, un contournement trop fréquent de la loi. Lors de sa visite dans le Var, lundi, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a rappelé la nécessité de clarifier les règles dans un espace soumis à des risques. Un rapport sénatorial rendu public la semaine prochaine devrait mettre en lumière les difficultés rencontrées par les élus dans la mise en application de la loi littorale. Et nous accueillons sur ce plateau d'Interview. Bonsoir, vous êtes sénatrice socialiste du Morbihan et vous êtes, avec votre collègue Jean Bizet, un des auteurs de ce rapport d'information sur la loi littorale. Près de 30 ans après son entrée en vigueur, est-ce qu'il faut la faire évoluer, cette loi ? Alors je crois qu'en effet, le rapport que nous allons présenter propose un certain nombre de modifications, d'avancées, qui, à notre avis, vont dans le bon sens, bien entendu. C'est vrai que c'est toujours un peu gênant quand des parlementaires proposent de regarder à nouveau cette loi littorale. On nous taxe toujours de vouloir à nouveau bétonner la côte. C'est évidemment pas du tout dans cet esprit-là que nous avons fait notre travail par des auditions et des déplacements. Et je crois qu'en effet, cette loi littorale, qui était une loi à l'époque où elle a été, comme vous le disiez tout à l'heure, en 86, où elle a été votée à l'unanimité, je crois que c'est important de le dire, avait su faire l'équilibre entre l'aménagement, la protection du littoral et le développement économique. Donc je crois qu'on a besoin de revenir aux sources de cette loi. Mais quand on voit ce qui s'est passé dans le Var, je ne sais pas si on peut faire un lien, mais il y a quand même cette question de la spéculation immobilière sur le littoral. Est-ce qu'il faut quand même renforcer cette loi, et notamment dans le sens de la cessation de cette spéculation immobilière et de la construction sur le littoral d'habitation ou de commerce? Alors cette loi littorale, vous savez qu'elle préconise, et elle était très très ferme sur ce point-là, dans la bande des 100 mètres, aucune construction possible, sauf dans les zones déjà urbanisées. Donc je crois qu'il faut déjà bien faire la différence entre les zones urbanisées dans lesquelles cette bande des 100 mètres n'a pas forcément été respectée, on en voit les conséquences avec les événements récents, et puis les zones non urbanisées où là les restrictions sont très fortes. Et cela me fait penser à un élu de Corse que nous avions rencontré et qui nous disait qu'avec cette loi du littoral, les gros grossissent et les maigres maigrissent. C'est-à-dire que c'est une image très forte pour montrer que les communes qui ont déjà, pas forcément bétonné, mais qui ont quand même déjà beaucoup urbanisé, en continuité peuvent continuer à s'agrandir, alors que celles qui ont protégé leurs côtes, qui ont fait des efforts de protection et d'aménagement, eh bien, elles sont beaucoup plus réduites à la portion congrue. Donc je crois qu'on a besoin de revisiter, de rebalayer un peu tout ça. Que vous disent les élus que vous avez rencontrés, puisqu'ils ont quand même un rôle à jouer, ils sont responsables de la délivrance des permis de construire. Là, on peut voir avec les inondations dans le Var que certains ont peut-être délivré des permis alors qu'ils n'auraient pas dû, car c'était en zone inondable. Alors, la zone inondable, c'est autre chose. Je pense que sur la côte, c'est plus les risques de submersion ou de recul du littoral qui est à prendre en compte. Et justement, dans les préconisations que nous allons faire dans ce rapport, nous allons beaucoup insister sur le fait d'anticiper aussi les choses à venir dans cette loi littorale. Les risques de submersion, le changement climatique, la hauteur des marées, tout ça, c'est à prendre en compte. Et cette fameuse bande des 100 mètres peut-être justement adaptée selon les territoires, parce que l'avancée de la mer n'est pas identique partout. Donc cette loi qui, au départ, avait bien prévu une territorialisation de son application, malheureusement, elle a été beaucoup plus une loi d'interdiction plutôt qu'une loi d'aménagement et de proposition. Donc nous souhaitons revenir un petit peu à l'esprit initial de cette loi et permettre une réflexion beaucoup plus territoriale de ce qu'il y a à faire actuellement et puis pour l'avenir, parce que les maires sont quand même alors soumis bien sûr à cette pression de ceux qui demandent à avoir des terrains constructibles, et puis aussi soumis à la pression de diverses associations ou divers particuliers qui font qui vont en justice pour contrer les décisions des maires, et ils sont quand même très très démunis, puisque c'est apparemment le juge qui, par sa juridiction, fait la loi en ce moment. Vous allez donc déposer peut-être une nouvelle proposition de loi pour modifier la loi existante? Alors, dans le rapport que nous faisons, nous ne modifions pas la loi. Nous allons essayer simplement d'adapter un certain nombre de choses
Pour le moment, il n'est pas question, bien sûr, de faire une autre proposition de loi, mais simplement de clarifier et de redonner, je vous dis, toute sa force à l'esprit de la loi, qui est aussi important que la loi elle-même parfois. Merci beaucoup, Odette Herviaux, d'avoir été notre invitée ce soir. Des parlementaires étaient réunis au Sénat cet après-midi pour soutenir l'opposition iranienne et évoquer la situation des droits de l'homme sur place, alors que s'ouvre demain la conférence de Genève sur la Syrie, en l'absence des autorités de Téhéran. On écoute à ce propos le sénateur socialiste Jean-Pierre Michel au micro de Julie Hulin. Je regrette que les États-Unis et l'Europe, sous la présidence de Mme Alstom, n'aient pas soumis cet accord d'abord à un régime, je dirais, de liberté publique plus proche de ce que nous souhaitons en Europe, en Iran. Et qu'il me paraît inconcevable qu'on puisse traiter avec des régimes iraniens sur le nucléaire sans avoir au préalable exigé du régime iranien la fin des exécutions capitales, la fin des emprisonnements de complaisance, une certaine liberté d'opinion, la fin de la casse des antennes de télévision en pleine rue, les arrestations en pleine rue de femmes parce qu'elles sont mal pas assez voilées, etc., etc. Alors que la réforme de la formation professionnelle sera présentée demain en Conseil des ministres par Michel Sapin, la Commission des affaires sociales du Sénat s'intéressait aujourd'hui à son financement, récemment épinglé par la Cour des comptes. Écoutez la réponse à ces critiques du président de l'AFPA. Et un organisme comme l'AFPA, dans une course au prix et dans une low-costisation des formations, a perdu. Donc pour nous, notre enjeu, c'est d'arriver à segmenter le marché de manière à expliquer à nos financeurs que nous ne vendons pas de la formation, mais nous, ce que nous proposons, c'est un retour à l'emploi. Donc avec un accompagnement, avec de l'hébergement, avec de la restauration et avec une qualification. Tout ça qui permet le retour à l'emploi de manière plus certaine. C'est ce que dit la Cour dans son rapport. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. François Hollande va-t-il réussir son pari de concrétiser son pacte de responsabilité, des emplois contre une réduction de charges pour les entreprises? On en parle avec nos invités ce soir. Martial Bourquin, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste du Doubs. Face à vous, nous accueillons Christian Cambon, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP du Val-de-Marne. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Alors Martial Bourquin, est-ce que vous pensez que le président de la République a convaincu syndicats et patronat ce matin, lors de ses vœux aux acteurs de l'entreprise et de l'emploi, du bien fondé de ce pacte de responsabilité? Je pense que ce pacte de responsabilité a un grand écho. Aujourd'hui, il occupe l'essentiel des médias et surtout, il est en pleine discussion dans le monde de l'entreprise. Bien sûr, il faut examiner les contreparties de ce pacte de responsabilité. Une diminution des charges de 30 milliards, c'est important. Et inévitablement, il va falloir maintenant négocier par branche professionnelle les contreparties. Les contreparties, lesquelles sont-elles? Il a été assez clair tout à l'heure. Hein. Moins de précarité, plus d'emplois, plus d'investissement. Le gros problème de la croissance aujourd'hui en France, elle ne redémarre pas et insuffisamment parce que justement il n'y a pas une politique de l'offre suffisante. Et le pari de François Hollande, c'est le pari de la France. Faire en sorte que le secteur industriel qui est aujourd'hui à 11% passe à 14, 15, 16 et revienne au niveau de l'Allemagne qui est à plus de 20%. Voilà le pari qui est engagé et nous avons le devoir de réussir sur cette question. Christian Cambon, la droite est plutôt divisée sur ce pacte. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent à François Hollande chiche? Écoutez, je pense d'abord que l'intention est louable. Nous réclamons tous depuis tant d'années la diminution des charges des employeurs, que nous ne boudons pas notre plaisir d'entendre ces déclarations et cet engagement en espérant qu'ils soient sincères. Moi, je doute personnellement des contreparties qui vont être imposées aux entreprises. Pourquoi? Moi, il se trouve que j'ai dirigé une PME pendant 25 ans. Donc je sais véritablement comment fonctionne une entreprise, ce qui n'est pas toujours le cas de nos amis de Bercy et de tous ceux qui mettent au point toutes ces réglementations. Un employeur, quand crée-t-il des emplois? Quand il a un carnet de commandes plein,
quand est-ce que le carnet de commandes est plein, quand il y a la confiance et que les affaires vont bien. Ce n'est pas sur ordre d'un ministre, d'un préfet ou d'un quelconque observatoire de l'emploi ou de la contrepartie qu'un chef d'entreprise va se mettre à créer des emplois. Je rappelle que 90% des emplois sont créés par les PME et les PMI. Et leur seule revendication est de dire « redonnez-nous la confiance, créez une stabilité fiscale », car je rappelle que nous venons de vivre 18 mois de coups d'auto-tamponneuse fiscale avec des mesures qui montent et qui descendent. Je pense qu'il faut recréer la confiance. Le langage du président de la République va encore une fois dans le bon sens. Maintenant, seuls les actes vont compter. Et encore une fois, je doute que le calendrier et la mesure sera complète en 2017. Est-ce qu'on va créer des emplois maintenant pour un allègement de charges en 2017? J'en doute pour ma part. Marcel Bourquin, Christian Cambon, on soulève un problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément de relation, de lien direct entre la baisse des charges pour une entreprise et la création d'emplois. Ça a été ce qu'a fait justement le gouvernement Fillon auparavant. Il a baissé les charges massivement dans la restauration. Les emplois n'ont pas été là. Et je crois que là, on a un échec patent de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, ouverture de guichet, venez, on baisse les charges, il ne se passe rien. Là, il y a une grosse différence entre ce que propose François Hollande et ce qu'a fait le gouvernement Fillon auparavant. L'idée, c'est, certes, on va baisser les charges. Il y a déjà le CICE qui est en place, qui est de nombreuses PME. J'ai 400 entreprises dans la ville où je suis maire. Le crédit impôt compétitivité emploi. Voilà. Ce CICE, par exemple, 400 entreprises chez moi, je peux vous dire qu'ils l'apprécient, le CICE. Il y en a qui ont même fait des avances sur ce CICE pour couvrir des besoins de trésorerie. L'idée maintenant, c'est d'aller beaucoup plus loin. On sera à 50 milliards de baisse, qui ne sera pas transférée sur les ménages, qui sera des économies de l'État. Et c'est certes louable, mon collègue disait que c'était certes louable, il va falloir le faire. Le faire pour travailler mieux, dépenser mieux et moins. Et faire en sorte justement. Et comment on peut être sûr que les entreprises vont jouer le jeu, Martial Bourquin, justement ce seront des accords par branche. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une baisse, moi j'ai des grandes entreprises, j'ai la plus grande de France qui est chez moi à Sochaux, j'ai des grands équipementiers, ils nous disent on veut investir, on veut créer de l'emploi, donnez-nous les moyens. Chiche, on vous donne les moyens. Mais en même temps, vous devrez prendre des engagements. Ces engagements, ils pourront prendre des accords par branche et surtout, il n'y a rien de pire aujourd'hui que de laisser la question de l'emploi de côté. Et je crois que précédemment, on a vu les baisses de charges sans la contrepartie de l'emploi. Ça a été la grande erreur qui a été faite. Ce qui s'est fait sur la restauration, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Au contraire, il faudra discuter des baisses de charges avec des contreparties en emploi, des contreparties en investissement. Christian Cambon. D'abord, l'exemple de l'hôtellerie, de la restauration n'est pas tout à fait exact. C'est un secteur qui est en très grand déficit. On sait que près de 150 000 à 200 000 emplois sont disponibles. Et là, il était nécessaire par un geste fort, ce qu'a fait le précédent gouvernement, d'inciter les petites entreprises, car globalement ce sont des toutes petites entreprises, à créer ces emplois, à remonter les salaires, à faire en sorte qu'il y ait une meilleure formation. Moi je dis simplement, il faut regarder les chiffres. Prenons un exemple très simple. Un salarié payé 2 500 €. Il n'en perçoit lui-même que 1 600 ou 1 700 et le chef d'entreprise, lui, va payer 1 300 € de charges. Or, sur les 1 300 € de charges, l'allègement des allocations familiales va représenter 130 €. Est-ce que vous pensez qu'en diminuant sur chaque emploi 130 €, je vais être incité en tant que chef d'entreprise à créer 1, 2, 10 ou 20 emplois. Des experts qui s'exprimaient ce matin et qui sont dignes de confiance et qui sont indépendants des uns et des autres fixaient l'allègement fiscal nécessaire entre 20 et 40 000 emplois par an pour un emploi. On est loin du compte. On est loin du compte. Et comme de surcroît, cette mesure est étalée dans le temps, moi, je souhaite personnellement que ça réussisse. Quel parlementaire, j'allais dire quel citoyen français, souhaiterait que l'on n'améliore pas l'impôt et qu'on n'améliore pas l'emploi. Mais je souhaiterais véritablement que ceux qui mettent en place cette mesure ne reconstituent pas les usines à gaz genre CICE, car derrière tout ça, moi aussi j'ai des entreprises dans le Val-de-Marne et qui me parlent de la difficulté de réaliser les dossiers, d'obtenir les réponses à temps pour se lancer dans la création d'emplois. Donc je suis quelque part très sceptique. Et deuxièmement, je souhaite poser une question. Où sont les économies? Que vont-elles être? On parle de 30 à 50 milliards d'économies. Est-ce que l'on imagine, est-ce que les Français imaginent ce que représentent déjà 50 milliards d'emplois d'économies, alors même qu'on est parfois à peine en situation d'en faire 1, 2 ou 3 ou 5? Christian Cambon, laissez répondre Marcel Bourquin.
se pose la question comment les faire, parce que lorsqu'ils ont laissé les clés de la maison France, ils nous ont mis une dette de 600 milliards supplémentaires. On a eu le plein fouet de la crise. Et je comprends qu'il se pose cette question. On va le faire. On le fait déjà dans la collectivité où je suis maire, je le fais déjà. On le fera, on a parlé du millefeuille territorial, dans plusieurs domaines. Nous devons... Les aides aux entreprises qui sont multiples, c'est un véritable maquis. Il y a des tas de choses à faire, à réaliser. Le problème, c'est pas de douter. Le problème, c'est de vouloir. demande le MEDEF, il faut accompagner cette baisse des charges avec une maîtrise des dépenses publiques. Mais évidemment, c'est-à-dire concevoir un État différent. Regardez, sur les questions de formation professionnelle, je me suis occupé de cette question-là au Conseil régional de Franche-Comté. Il y a au moins 3 collectivités qui ont encore des compétences dans ce domaine. L'État garde des compétences lorsqu'il les transfère aux régions. Les régions s'occuperont de la formation professionnelle, l'État n'a pas à s'en occuper. Et ainsi de suite dans beaucoup de domaines. Sur la culture, sur toutes ces questions-là, je dois vous dire qu'il faut un État stratège, un État qui soit moins tentaculaire, qui donne, lorsqu'il donne des compétences aux régions, aux départements, aux collectivités territoriales, il les donne et il ne garde pas la compétence. Sinon, on a des doublons et des triplons. C'est un très bon exemple parce que si Martial Bourquin s'est occupé de la formation professionnelle, moi aussi, puisque je l'ai piloté pendant 12 ans pour la région Île-de-France en tant que vice-président de la région. Et que ce que je constate actuellement, c'est qu'effectivement, les régions qui sont dotées de lourds moyens pour l'apprentissage voient ces moyens littéralement pillés au profit des contrats d'avenir. Et l'apprentissage qui, lui, est une véritable voie vers l'emploi. Eh bien, malheureusement, les régions n'ont plus les moyens de conduire le nombre de jeunes qui pourraient aller vers cette formation par alternance et qui est évidemment positif pour l'emploi des jeunes. Je veux dire que sur cette question-là, il faut aborder la question de la réforme de la formation. Alors ça sera présenté demain en Conseil des ministres, voilà. Martial Bourquin. Peut-être si on se ressente sur le pacte de responsabilité, il y a parmi les contreparties demandées ce matin aux entreprises cette question aussi de la relocalisation. Vous avez travaillé au Sénat sur la mission des industrialisations. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en baissant le coût du travail, les entreprises vont relocaliser? Je lisais aujourd'hui dans Le Parisien un article sur l'entreprise Rossignol qui fabrique des skis, qui rechigne à rester en France pour certains produits. Je pense que la France, si elle fait monter sa recherche-développement, si on a un coût du travail qui est supportable pour les entreprises, s'il y a aussi une politique industrielle au niveau du pays, à mon avis, il n'y en a pas eu pendant 10 ans. Parce qu'arriver à une fuite des entreprises, à une perte d'emploi industriel aussi importante pendant 10 ans, parce que le décrochage s'est fait pendant les 10 dernières années. Et il y a cette volonté. Et tout à l'heure, vous avez abordé, M. Cambon, une question essentielle, la confiance. Il y a des industriels, vous savez, ils ne regardent pas si un élu est de droite ou de gauche. Quand ils viennent s'installer dans un territoire, ils regardent si les élus seront à leur côté. Si les élus les comprennent lorsqu'ils veulent aborder. S'ils comprennent qu'il y a un gouvernement qui a envie de relocaliser, le travail que fait Arnaud Montebourg est un travail fondamental. Le travail qui est proposé... Donc il faut que l'État accompagne les entreprises pour qu'elles relocalisent. On relocalise déjà, madame. On relocalise déjà. J'ai par exemple, je visitais une entreprise avec Pierre Moscovici il y a une dizaine de jours où il y a des pièces qui se fabriquaient dans d'autres... Donc c'est possible. Peut-être Christian Cambon, rapidement. Oui, rapidement, si j'ai le temps de parler, parce que je voudrais quand même noter que ce problème, il nous dépasse singulièrement. Moi, je vais prendre un exemple très simple. L'entretien des avions d'Air France. Personne ne sait que la quasi-totalité des avions d'Air France sont maintenant entretenus au Maroc. Pourquoi au Maroc? Parce que le salaire moyen au Maroc, c'est 200 à 250 €, y compris dans ce secteur très spécialisé. Est-ce que l'on va partir dans une course à l'échalote avec de tels pays? En Slovaquie, Whirlpool, Peugeot, les menuiseries Lapeyre, on voit ces entreprises qui fleurissent là-bas parce que le coût du travail est 3 fois, 5 fois inférieur. Ce n'est pas avec 130 € qu'on va gagner ce combat-là. Donc je pense qu'il faut effectivement remettre en cause l'ensemble du dispositif, tenter d'harmoniser les politiques fiscales déjà en Europe, mais je pense qu'on n'arrivera pas si facilement à régler le problème. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain. Qui se souvient qu'Internet a été créé par un groupe de hippies tout en étant financé par des militants?